Bonjour Nicolas, Bonjour Mathieu, bienvenue dans le plan. merci. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Je sais que pour toi, c'est pas un exercice facile. Oui, je suis pas trop fan de ça, mais bon. Et tu vois, c'est marrant parce que j'ai travaillé justement à cette interview, j'ai regardé, je vais pas cacher qu'on se connaît, et j'avoue qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on te connaissait peu finalement au travers de tout ce qu'on avait pu lire, de tout ce qu'on avait pu voir aujourd'hui dans l'actualité angoumoisine. Ça m'a donné cette première question parce que moi j'ai toujours eu l'impression que tu étais une figure d'Angoulême. Pour moi, j'avais l'impression que tu as toujours été ici. T'es né à Angoulême? Je suis né à Limoges, mais je ne suis pas de Limoges. Je suis de la Vienne, au sud de Poitiers, mais j'ai passé beaucoup de temps, forcément, sur ma vieille vie. J'ai passé beaucoup de temps en Charente, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis là. D'accord. Et du coup, donc t'es de Vienne, t'es venu à quel âge à Angoulême du coup? J'avais 18-19 ans, Donc tu connaissais pas la ville avant d'arriver du tout. D'accord. Et t'es arrivé pour le travail en fait? Je suis arrivé à la Grange aux Oies. À la Grange aux Oies. Ah oui. C'était top. Ça a été ta première expérience dans culinaire, j'ai Ah envie non, de du dire? tout, parce que j'ai commencé à 14 ans, donc non, parce que j'ai fait des études de cuisinier, j'ai fait des études de serveur, de sommelier, et je suis arrivé apprenti sommelier à Nieul. D'accord, à la Grange aux Oies. Et t'y es resté combien de temps? 3-4 ans. 3-4 ans. Et après, alors raconte-nous un petit peu le parcours du coup. T'as commencé sur la Grange aux Oies et après t'as fait quoi? Non, après, c'était très rapide, parce qu'en fait, compte, j'ai fait la Grange aux Oies en Charente, et puis après, je suis reparti dans un autre étoilé, le château de Curzé à Poitiers. J'avais déjà travaillé là-bas, c'était plutôt une super expérience aussi, et en fait, je suis revenu à la Ribaudière, chez Thierry Vera. Et je gérais la partie plutôt séminaire, entreprise traiteur là-bas. D'accord. La restauration, ça a toujours été une passion pour toi? Oui, j'ai toujours adoré. Ouais. Tu as l'impression que c'est venu quand? Enfin, dans ton enfance peut-être? Il y a un moment marquant pour toi où tu t'es dit c'est ça que je veux faire plus tard? Oui, parce que j'ai des bons souvenirs de repas chez mes parents avec ma grand-mère et ma mère qui cuisinent super bien, et donc voilà quoi. Donc j'ai toujours aimé ça. Voilà. T'as souvenir d'un plat qui t'a marqué? Non, chez mes parents? Ouais. Où tu t'es dit ah, ça je le referai un jour pour d'autres. Ah non, non, quelque chose de très simple. Ma mère fait très très bien la blanquette de veau. Un plat très simple et très bon. Et donc tu démarres dans la restauration. Tes parents, enfin t'avais des entrepreneurs dans ta famille? Ben, en fait, je suis fils de paysan. Mon père avait une très belle exploitation dans la Vienne, donc plutôt avec des limousines, et il a Donc plutôt bovin, du ouais, coup, tout à ouais. fait. Il a repris l'exploitation à mon grand-père. Donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec eux là-dessus. Et en fait, c'est vrai que forcément dans ce monde-là, on travaille très très jeune, hein, parce que c'est vrai qu'avec mes parents, j'ai la chance d'avoir des parents super, et qui nous ont vraiment inculqué le travail. Donc on travaille très 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 jeune. D'accord, donc très tôt, à la ferme, dans les champs, OK. Ah, c'est génial, je savais pas, tu Ah vois? si, si, ouais, c'était top. Ouais. Dur des fois, parce que forcément quand t'es enfant, t'as pas du tout envie de soigner des bêtes ou autres, ou d'aider tes parents, t'as plutôt envie de regarder la télé. Mais non, ouais, la télé était pas. Ah ouais, tu vois, alors dans la famille de ma compagne que tu connais, justement, ils sont dans l'élevage aussi. Et en plus, c'est des métiers où tu démarres très tôt le matin, parfois même dans la nuit parce que tu peux avoir des alarmes, des alertes, des choses comme ça, donc Pour te dire, je suis jamais réellement parti en vacances avec mes parents de ma vie. Parce que mon père a toujours travaillé dès 5h du matin jusqu'à 21h, et donc voilà quoi. J'ai plus vu mon père. Ma mère très présente, mais elle travaillait aussi dans l'exploitation, oui, ta tout à maman? fait, ouais, complètement. Ouais. Et donc c'est là que tu as eu un peu cette valeur, «travail» entre guillemets, où tu as compris tout de suite que, il fallait voilà, fallait bosser, quoi. Tout à fait. Non, j'ai eu une très belle éducation là-dessus. J'ai eu la chance d'une belle famille, ouais. Et donc tu fais tes expériences, tes armes dans ces différents restaurants et tu crées Evans by Nicolas. Tout à fait, à l'âge de 24-25 ans, tout à fait. C'est jeune. Oui, et compliqué à la fois. Comment ça s'est passé un peu cette création, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'es dit: «Tiens, je vais me lancer»? Est-ce que on t'a aidé à franchir cette étape? Enfin, parce que 24-25 ans, enfin, je me dis: «Waouh, avec tout l'administratif qu'on connaît, toutes ces choses-là, Il y a une personne qui m'a poussé à faire cette société-là, c'est le patron d'une très grosse boîte de location de vaisselle sur Bordeaux, Souchon-Réception. Et en fait, on a pris un après-midi, il m'a envoyé un SMS, il me dit: «Je suis à Angoulême». Donc on a pris un petit
un petit verre en ville, à Angoulême et en fait, il m'a dit: «Mais il faut absolument que tu montes, une boîte de traiteur événementiel parce que, tu sais faire ça et cetera» et donc voilà, quoi. Et c'est vrai que, forcément, je voulais soit monter un restaurant ou soit faire du traiteur et en fait, oui, il m'a un peu poussé à ça et c'est vrai que, j'ai vraiment bossé, bossé, bossé pendant plus d'un an. Ça a été très, très compliqué parce qu'en fait, j'ai ouvert ma société en 2008-2009, pleine crise financière et donc c'était un peu, ouais, très compliqué pour trouver de l'argent. Comment tu as fait justement pour être suivi un peu par les banques? Parce que même si on sait que ça peut être une activité qui a pas forcément de problématique, tu étais quand même jeune, 24 ans, va voir les banques: «Bonjour, je voudrais lever de l'argent», enfin, Et en fait, toutes les banques, disaient non parce qu'en fait, il y avait plus de prêts en route, en fait, hein, les prêts étaient arrêtés. Donc ça, c'était très compliqué et en fait, j'avais un architecte qui était sur mon projet, sur le bâtiment, que j'avais, à la gare. Parce que là, on a déménagé il y a très peu de temps, il y a un mois et en fait, je vais le voir et je lui dis: «Malheureusement, je ne pourrais pas faire de projet parce que les banques, il y a une banque qui pourrait nous suivre et elle veut absolument avoir un associé». Et donc, forcément, là, j'avais pas d'associé du tout et il fallait mettre à peu près, 40 ou 50 000 euros, qui était pas une somme énorme, en fait. Mais, bon, mes parents ne voulaient pas parce que c'est l'éducation, très, ferme et cetera. Tu te débrouilles et moi, je me suis toujours débrouillé. Donc ça, c'était un peu dur avec ça, avec mes parents là-dessus et surtout avec mon père. ils te suivaient tes parents sur enfin, même sans te suivre financièrement, ils y croyaient dans le projet? Ils y croyaient mais, faut te débrouiller. C'était la première règle. Il me dit: «Tu as une sœur, tu as un frère, donc hors de question que je fasse ça à tout le monde, donc tu te débrouilles». Donc ça, c'était très, très dur. Ce qui était juste finalement, c'est vrai qu'on enfin je l'ai vécu aussi, j'ai des frères, c'est vrai que Ah tu non, peux mais pas dire: «Je complètement, donne à un», ouais, c'est avec beaucoup de recul, oui, oui, je regrette strictement rien tu l'as mal pris sur le coup? et j'ai très mal pris parce que je parlais plus à mon père. Parce qu'il fallait être caution aussi et mon père a refusé pour la deuxième fois. Donc j'étais un peu en colère, ma mère était entre nous 2 et donc voilà. Donc en fait, bref, je vais, à ce cabinet d'architecte en lui disant: malheureusement, je peux pas faire le projet. Il me faut à peu près un associé qui a besoin de mettre à peu près 40 ou 50 000 euros. Je m'en vais et en fait, il m'appelle dans le couloir et il me dit: «Ça sera moi ton associé». Je le connaissais pas, hein. Donc je le connaissais juste comme ça de Par la relation, professionnelle que tu avais eue, en fait, non, voilà, quoi. Et là, donc ça a été, pour moi, waouh! Parce que je me suis dit: «Mais pourquoi?» Enfin, voilà, quoi. et tu sais le pourquoi? Parce que ça se passait bien et il croyait en moi. Ils croyaient dans le projet. Tout à fait. Donc on a fait le projet, qui a été très compliqué. Pourquoi très compliqué? Quand j'ai commencé, en fait, 1re semaine, semaine, très grosse réception, tout a été très, très vite. Tu avais combien de personnes au tout début là? Tu démarres, donc tu lances l'activité, vous êtes combien? 2 en cuisine, 1 personne au bureau avec moi, donc on était 4-5 en fait, enfin voilà, quoi. Donc mais des grosses réceptions dès la première semaine et j'avais débauché, 2 personnes, qui travaillaient avec moi dans d'autres étoilés Michelin. Donc j'avais, Nadège et François et en fait, donc ouais, je les ai fait venir en Charente. Donc c'est génial, ils m'ont suivi et mais le problème c'est que, ma première réception que j'ai commencé, mon père a eu un grave accident et donc hélicoptère et cetera et ma mère me le dit que le soir même, le soir et ça s'est passé le matin et j'avais une grosse réception le lendemain. Ouais, c'était la première réception de l'entreprise, donc voilà, c'est aussi comme ça que tu démarres, quoi. J'ai pas vu mon père pendant un mois et je lui parlais plus. Et il a été hospitalisé pendant un mois? Ah oui, il était hospitalisé et tout, donc ça a été très, très compliqué. Je l'ai très, très mal vécu et ça m'a donné une belle leçon de morale et donc voilà, quoi. Et ça a arrangé vos relations après ou? Ah ça à 1000. Et alors revenons un petit peu sur l'expérience entrepreneuriale. Tu dis que tu as réussi à faire venir, des gens avec toi par rapport à ton projet, sur ta première prestation. Ces gens-là, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont partis de là où ils étaient pour te rejoindre? C'est intéressant parce que c'est des gens que tu as rencontrés avant au travers de tes métiers et tu les as fait venir comment? Ah non, mais comme ça, je leur ai dit le projet, je leur ai dit, eux, ils voulaient aussi avoir un peu de changement parce que c'était je pense, c'est la jeunesse, hein. Donc on s'entendait quand même plutôt très, Ils très avaient un peu le même âge que toi? ah oui, complètement, tout à fait, ouais. Et donc on s'entendait plutôt très, très bien et donc ça s'est fait vraiment très naturellement, en fait. Ils sont restés, 4 ans à peu près. Et ils sont venus vivre à Angoulême, Ils sont venus, ils sont arrivés à Angoulême, donc Nadège,
est restée en Charente, en fait. Parce qu'elle a eu plusieurs postes dans plusieurs restaurants et là, elle est en train de changer d'orientation. Mais François, oui, François, en fin de compte, a trouvé sa femme en Charente. Génial. Donc voilà. Mais là, ils sont partis, ils sont dans un autre département. Et comment ça se passe un peu les débuts du coup? Parce que 24-25 ans, j'imagine quand même que quand on arrive devant ses premiers clients, on ne regarde pas forcément avec un certain professionnalisme? Si? Je sais pas, mais après, j'avais la chance d'avoir un bon relationnel parce que j'étais quand même dans 2 très beaux établissements en Charente, la Grangeois et la Ribaudière. Et donc c'est vrai que, bah, forcément, oui, je pense que ça peut aussi aider. Donc forcément, oui, ça m'a ouvert quand même, beaucoup de choses, hein. Et puis c'est vrai que je suis quand même plutôt quelqu'un qui aime bien discuter, qui est convivial, donc ça s'est fait naturellement, tout simplement. Comment ça s'est passé tes premiers clients? C'est toi qui as été les chercher? C'est eux qui t'ont contacté? T'avais un réseau? Comment s'est un peu passé le début? Franchement, j'ai pas trop, été les chercher. C'est eux qui sont venus à moi et donc je pense qu'ils ont voulu aussi me tester et voir un peu ce que je faisais, tout simplement. Il y avait de la concurrence à l'époque, déjà? Bah, oui, il y a toujours eu de la concurrence complètement, tout à fait, ouais. Après, je m'en rendais pas trop compte parce que moi je voulais vraiment faire traiteur événementiel, donc il y avait plutôt des traiteurs, des bouchers charcutiers traiteurs, ou des restaurateurs traiteurs. Donc je me rendais pas trop compte de ça en fait. Ce que tu veux dire, c'est que événementiel, c'est vraiment à part d'une autre partie qu'on peut faire en tant que traiteur? Ben oui, parce que moi j'ai pas de magasin, j'ai pas de restaurant, j'ai purement un laboratoire de production et on fait que produire. D'accord. Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'il y en a, en fait, il y a des traiteurs qui vivent d'une autre activité et qui font ça un peu en forme de diversification. Là où toi, c'est ton activité principale, en fait. Ah, moi c'est mon activité à 100%, hein. Bah oui, parce que il y a beaucoup de traiteurs charcutiers par exemple, où ils ont une boutique en fait. Mais moi c'est pas du tout mon travail en fait. Limite, je sais même pas faire en fait. Et toi, aujourd'hui, donc dans l'activité événementielle, ça comprend, alors naturellement, on pense tout de suite au mariage, mais ça comprend aussi tout un tas d'autres prestations qui peuvent être au travers de professionnels, au travers de particuliers. Vraiment, c'est en fait, quand on dit événementiel, c'est tous les événements qu'on peut avoir au cours de la vie, privée comme professionnelle. Que ce soit un baptême, que ce soit un mariage, que ça soit une entreprise, une inauguration, ça soit un anniversaire d'une entreprise. On est très très ouvert à... Alors après, notre métier, c'est quand même beaucoup les professionnels. Donc on est plus, en fin de compte, sur du 70-30. Et après, sur la partie particulier, c'est plutôt des anniversaires à 50 ans, 60 ans et mariage sur une période assez courte, en fait, de mai à mi-octobre à peu près. C'était un choix stratégique de partir sur la professionnelle, parce qu'on sait qu'il y a des traiteurs qui sont plus justement sur l'événement type mariage, par exemple, qui font beaucoup de mariages et moins de professionnels. C'était un choix stratégique. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait naturellement? Ça se fait naturellement, en fait. Moi, je sais que j'aime bien les entreprises parce qu'on fait des très beaux événements sur du très gros volume. Et c'est ça les challenges, parce que j'adore les challenges. Après, les mariages, c'est génial parce que forcément, c'est des événements incroyables que nos clients vivent en fait le jour J. Donc, non, franchement, il n'y a pas réellement de choix stratégique, etc. Donc en 2008-2009, tu crées Evans by Nicolas. Vous êtes donc avec un associé. Tu m'as dit 2 en cuisine, une personne avec toi, donc vous êtes 4. Complètement. Et aujourd'hui, vous êtes combien? Les 15. 15. C'est pas non plus beaucoup, mais après, c'est plus par rapport aux extras. Mais 15 en permanent. 15 en permanent environ, et après, on est sur entre 100 et 150 fiches de paye en extra au mois. C'est énorme. Enfin, ça paraît énorme quand on entend ça. Oui, après, quand j'ai fiche de paye, c'est pas du fixe, c'est pas du... Oui, bien sûr, c'est des extras. Ça veut dire que c'est pas toujours les mêmes personnes. Ça veut dire que... Mais oui, on a carrément une RH qui gère tout ce genre de choses, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend un extra, pour ceux qui connaissent pas, c'est quelqu'un qui peut venir de manière ponctuelle, mais à chaque fois, tu es obligé de recréer un contrat de travail, une feuille de salaire, une déclaration naturellement d'embauche. Donc on se retrouve finalement avec toute la paperasserie qu'on peut avoir à la française au travers d'un contractuel, mais tous les soirs. Complètement. Alors après, ils l'ont vraiment... Pour notre activité, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Au début, c'était assez compliqué. Mais maintenant, ça reste quand même... On a des logiciels exprès, et donc c'est plutôt très très facile. Mais c'est vrai que oui, ça fait beaucoup de volume. Je comprends qu'il y a une DRH. Ah oui. Et donc revenons un peu à tes débuts. Est-ce qu'il y a dans tes premiers events, vraiment des choses qui t'ont marqué? En fait, le gros problème, c'est que je dis toujours oui. Et mes collaborateurs, des fois, ils me disent « Mais pourquoi t'as dire oui, etc. » Et en fait, c'est vrai que ça a toujours été super parce que j'ai eu la chance, en fait, j'ai toujours eu la chance d'avoir des super collaborateurs.
Là, j'ai une super équipe qui est à fond avec moi. Et ça, c'est génial. Et c'est vrai que des fois, ils me disent, mais pourquoi? Mais pourquoi t'as dit oui? Mais je dis non, mais parce que c'est important, faut voir ça, etc., etc. Et donc, forcément, on rigole. Et donc, voilà. Et en fait, ça crée des challenges avec mes équipes. Et en fait, à chaque fois, ils me surprennent à chaque fois parce qu'ils font des trucs super. Et donc, forcément, bah voilà quoi. T'as un exemple comme ça d'une réception à tes débuts où tu t'es dit: «Oh, ouais, comment on va faire?» Ah, mais des grosses réceptions. Des très grosses réceptions, quand tu commences à faire une soirée à 1500-2000 personnes, tu dis bon, on commence par quoi, on fait quoi? Mais d'un autre côté, quand des clients nous disent mais comment vous faites, etc. Parce que même moi, quand je reçois 10 personnes à la maison, c'est très compliqué. Mais je dis on multiplie tout simplement les 10 par quantités, 100, c'est ouais. ça, voilà quoi, donc voilà, tout simplement. Donc c'est la même chose, sauf qu'on multiplie tout en fait. Mais j'ai un événement réellement qui m'a marqué, non, non, je suis tellement amoureux de mon métier que j'adore tellement toutes les réceptions. Après, forcément, quand on a la chance de travailler avec des très grands groupes, on voit des choses forcément incroyables, des scénographies incroyables, et c'est vrai que c'est beau. Mais après, je peux pas forcément trop le dire parce que c'est confidentiel. Comment un peu ça a démarré pour toi? Parce que, c'est vrai que c'est pas toujours simple, on a des grosses boîtes qui nous appellent: «Bonjour», on peut parfois être un peu martelé sur les prix, tout ça. Comment ça se passe quand on a 25-26 ans et qu'on a une boîte qui pèse, plusieurs millions, voire, beaucoup plus, qui nous appelle et qui nous dit: «Bonjour, vous allez faire le traiteur de ça», comment ça se passe un peu? Est-ce qu'on est effrayé? Est-ce qu'on arrive quand même à négocier? Ah oui, oui, je me suis fait beaucoup de frayeur, ça c'est sûr. Après, ça se fait vraiment naturellement, hein. Franchement, il n'y a jamais eu réellement de forcing ou etc. Ça se fait vraiment naturellement. Les gens sont d'ici, donc si ça reste des gens très simples, ça reste des gens à l'écoute. Bah, après aujourd'hui, avec l'entreprise, tu bosses pas que ici. Non, non, on se déplace. Parce qu'aujourd'hui, tu te déplaces pas mal, je sais que notamment tu vas sur Cognac, un peu sur Bordeaux, j'ai vu. Alors, peu Bordeaux, parce que Bordeaux, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est qu'il y a beaucoup de traiteurs à Bordeaux, donc ça sert à rien de vouloir aller là-bas. Je vais beaucoup sur la Dordogne, je vais sur Limoges. On a la chance de travailler dans des beaux châteaux là-bas, donc en Dordogne, beaucoup dans les châteaux, parce que c'est vrai qu'il y a des très 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 belles, il y a des très beaux domaines. Et un peu la Vienne, et on commence à aller dans la Charente-Maritime. Tout ce qui est île de Ré, La Rochelle. Alors justement, ça faisait partie de mes questions. Tu as eu un gîte, mais on en parlera un peu plus tard. Comment on référence justement les gîtes? Parce que j'imagine que quand les gens viennent te voir, ils te demandent aussi si tu peux les aiguiller en termes de lieu pour l'événement, je pense, où ils ont déjà lieu. Après, non, enfin, du style un mariage, en fait, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est trouver le lieu, en fait. C'est la première chose que des mariés, quand ils veulent se marier, c'est le lieu. Et après, c'est le traiteur. Et après, c'est les fleuristes, etc. Quand ils viennent te voir, ils ont déjà le lieu? Ils ont déjà le lieu, ouais, tout à fait. Et après, alors nous, on a la chance aussi, enfin, c'est diversifié par rapport à nos mariages. On fait à peu près 60 mariages par an. Mais on est vraiment plutôt sur une clientèle où soit ils mettent une très belle tente dans leur parc, etc. Et on va dire qu'on est à 40% dans des salles et 60% chez les particuliers. Ouais. Une belle aventure. Et donc alors, j'ai quand même fait mes recherches, ChatGPT m'a aidé, j'avoue. Je me souviens quand même, parce que j'ai mémoire de cet article dans la Charente Libre. J'ai d'ailleurs montré, parce que les gens te voient en vidéo en ce moment, mais j'ai montré à Clotilde hier soir. T'avais les cheveux longs à l'époque quand même. Ouais. Je me faisais ténor, hein. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Je lui ai montré la photo, je lui ai dit: «T'as connu Nicolas comme ça?» Elle me dit: «Mais c'est pas possible». Horrible, horrible. J'ai eu un moment de Bocelli, Andrea Bocelli, je sais pas, mais Mais du coup, ça m'a permis de me rappeler que tu avais à un moment eu la gestion du restaurant de la Cité de la BD. tout à fait, pendant pas mal d'années, pendant 8 ans, on a géré ce beau restaurant avec une très 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 belle vue. Et puis pour différentes choses, et surtout après le Covid, hein, c'était assez compliqué quand même. On a arrêté, ouais, tout à fait. Comment c'est venu ça? Parce que c'est déjà une, comment on gère? Je veux dire, tu es déjà ici, qui est quand même, tu le dis toi-même, un gros bouclard entre guillemets à gérer, beaucoup de RH, beaucoup de choses à penser à chaque fois à un événement, c'est quand même énormément de cadrage et derrière tu t'es dit: «Tiens, je vais prendre ça en plus». En fait, c'était pas, en fait, il y avait vraiment aussi un but, c'était aussi l'événementiel là-bas.
parce qu'il y avait des salles de réception, on pouvait recevoir en fait. Donc c'est pour ça qu'on était plus parti. Il n'y avait pas que le côté brasserie en fait. On travaillait très très bien parce qu'on faisait à peu près 60 couverts jour, hein, donc le midi. Hein. Et après, on faisait quand même pas mal de séminaires après. Donc c'était plutôt dans ce sens-là en fait. On arrivait en fin de compte à produire en fin de compte plus pour la partie traiteur que la partie restaurant. D'accord. Donc finalement, tu as réussi à transformer ce lieu de manière à ce que aussi l'activité de traiteur soit encore plus... Il était déjà adapté pour ça. Hein. Il y avait déjà de l'événementiel, etc. Mais c'est vrai que nous, on s'en est servi pour ça. C'était un lieu qui appartenait à la mairie, c'est ça? C'est la cité de la BDE et le bâtiment appartient à la mairie. D'accord, donc toi, tu étais en location-gérance dedans. Tout à fait. Est-ce qu'on peut un petit peu expliquer ce que c'est qu'une location-gérance, s'il y en a qui connaissent pas? Location-gérance, c'est-à-dire que l'endroit t'appartient pas, tu as un contrat d'une certaine durée. Voilà. Tu n'es pas chez toi, Tu mais n'es pas chez toi, ouais. et tu payes. Non, mais c'est normal. Avec toutes les responsabilités. Oui, non, pas forcément, parce que non, mais oui, hein, c'est simplement de la location et en fait, mais t'es pas chez toi, t'es pas propriétaire, enfin voilà quoi. Tu loues le lieu et tu exploites le lieu. Complètement, tout à fait. Et t'as un pourcentage parfois par rapport au chiffre d'affaires que tu fais, t'es obligé de reverser à la fin de l'année. Ouais. Et comment tu le gérais, toi, d'un point de vue gestion d'entreprise? C'est-à-dire, tu avais mis quelqu'un qui gérait cette partie-là, c'est toi qui le gérais aussi? Tout le monde en fait, ça se faisait naturellement. On avait forcément une personne côté commercial qui le gérait, mais après, c'était le chef qui gérait toute la partie envoi, etc. Ou nos équipes, mais oui, on était toujours présents. D'accord. Mais c'est sûr que le midi, on avait un responsable de salle qui gérait un peu compte qui était toujours là, ouais, tout à fait. Et au niveau du service, comment ça se passait? Tu avais embauché des gens ou c'était des extras On avait ou... embauché des gens exprès, ouais, tout à fait. Et donc, pendant 8 ans, tu gères cet endroit. Ce qui me fait rebondir parce que tu l'as dit, c'est le restaurant de la Cité de la BD, mais tu es aussi traiteur pour la BD, pour le Exact. festival de la Oui, BD depuis d'Angoulême. quelques années, ouais, tout à fait. C'est un sacré challenge ça quand même, parce que combien c'est à peu près en termes de personnes, parce que c'est des soirées tous les soirs pendant presque une semaine. C'est entre 2000 personnes et 3000 personnes. Mais en fait, pendant des années, ça a été très très dur pour nous. On avait un très gros événement à chaque fois sur Cognac et on avait 3500 personnes en plus de la BD au même moment. Donc c'est-à-dire que la semaine de la BD, on avait à peu près 5-6 000 personnes à chaque fois. Et là, c'était assez bouillant. Parce que forcément, plus les années avancent, plus forcément on prend des challenges et puis forcément on augmente en fait notre capacité de production en fait. Et comment du coup tu le dis, les années avancent, comment on se renouvelle quand on est traiteur au fur et à mesure des années pour pas toujours faire les mêmes choses C'est très compliqué, très très compliqué. C'est le plus dur en fin de compte dans notre travail, c'est les pièces cocktails. J'ai carrément créé un poste il y a à peu près 1 an et demi, 1 an, exprès pour ça. En fait, la personne a fait que 10 pièces cocktails et elle change presque toutes les semaines. Il y a des bases qui restent, parce que les bases sablées, etc. restent, mais les garnitures, non. Mais ça, c'est vraiment très très dur parce que forcément, faut que la marche soit toujours constante, faut toujours que. On peut pas se permettre de dire, tiens, celui-ci, on va mettre du caviar, enfin voilà quoi. Donc, il faut vraiment. Ou de la truffe, enfin. Donc, il faut absolument rester dans un budget et ça, c'est vraiment pas évident, tout à fait. Parce que on a aussi beaucoup de personnes qui reviennent très souvent sur les mêmes réceptions que l'on fait en fait. Hein. Et ouais, le renouvellement est notre gros challenge. Ouais, c'est vraiment un challenge, toi, dans ton métier, d'arriver à proposer des nouveautés un peu. Comment on s'inspire, comment on trouve des nouveautés? Ça se fait naturellement. Mais est-ce qu'il y a des salons peut-être qui proposent, il y a des... C'est très très bien Instagram. Instagram? Ouais, tout à fait. Ah ouais, c'est vrai, ça fait partie Ouais, je trouve pas des mal éléments idée. qui t'aident aujourd'hui à trouver des nouvelles choses? Oui, puis alors d'une, j'adore la communication, donc forcément, oui, je regarde beaucoup de traiteurs extérieurs, et c'est vrai que oui, on trouve beaucoup de choses sur les réseaux. Ouais. Et quand tu me dis on trouve des choses sur les réseaux, est-ce que c'est par l'intermédiaire d'autres personnes qui font le même métier que toi, ou est-ce que parfois justement c'est des gens qui sont complètement en dehors de ce métier? Ah, complètement, qui mettent une story, etc. Et ça pourrait être sympa, etc. à faire. Il y a je sais pas moi, il y a 4-5 ans, il y a 5 ans, plus de 5 ans, j'avais vu une grosse meule de parmesan en action avec des pâtes, etc. Et donc ça, je trouvais ça génial. Et donc on a créé en fin de compte cette émission-là, où il n'y a pas très longtemps, une pub tout simplement de four à pizza
t'es particulier, tu peux acheter ton four à Mini pizza. four à pizza Oni là qu'on voit partout. Et Là. j'arrive en cuisine, je viens d'acheter un four à pizza. Mais je ne l'avais pas acheté en fait. Mais en fait, j'ai fait à l'inverse, je dis j'ai acheté un four à pizza. Et les mecs ils m'ont regardé, ils disent qu'est-ce que t'as fait? Enfin, voilà, toujours, parce que j'ai toujours tellement d'idées en fait que des fois ils me disent mais t'es complètement. Enfin, faut dessus en fait. Et en fait, j'avais pas acheté ce four à pizza et je l'ai acheté en fait, mais sans leur dire, parce que j'ai dit mais comment tu veux qu'on fasse des pizzas à la minute, ça va pas être possible. Mais j'ai dit non, si, je vous jure, vous êtes bons, vous allez y arriver, etc. Et en fait, c'est une innovation qu'ils adorent à Et faire, qui doit marcher en plus, parce que ça plaît. qui cartonne en fait. Donc on a acheté un petit four à pizza, un autre petit four, et là on a acheté un très gros four à pizza. Donc maintenant on est vraiment équipé, voilà. Est-ce que c'est arrivé que des fois avec ton équipe, tu balances une idée et vraiment t'y vas pas parce que finalement ils t'ont fait comprendre que c'était une mauvaise idée? On est obligé d'y aller, parce que si. Non, si, je pense que. Non, franchement, ils me suivent très, très. Enfin, ils me suivent à 100%. Ouais, il n'y a pas eu de fois où ils t'ont dit non mais là non, tu vas trop loin et tu t'es dit ouais ils ont peut-être raison quand même. Ouais, si, ça pourrait être arrivé avec ma directrice en disant Nicolas, non, là, ça va un peu trop loin, non? Ouais, je sais pas. Je sais plus. Et alors dans les anecdotes que j'ai trouvées, quand même un truc qui t'est arrivé assez cocasse, enfin si on peut dire ça, t'as quand même eu une fusillade sur ton bâtiment. C'est improbable, on est à Angoulême. Ah oui, oui. Je sais pas si le podcast sera écouté à Marseille, mais on n'est pas à Marseille. Et là, tu as une fusillade par un policier en plus, je crois. Ça, c'est un policier, ouais, tout à fait. Tu peux nous raconter un petit peu? Mais en fait, je me gare devant mon local, je sors de la voiture. J'avais un stagiaire avec moi qui est devenu grand, parce qu'il a plusieurs restaurants sur la ville. Et en fait, on sort tous les deux de la voiture et j'entends des sifflements de balles, enfin des sifflements de quelque chose. De balles, je ne savais pas, parce que forcément, j'ai jamais eu un sifflement de balles. Et là, je vois des impacts dans la façade. Là, je dis, c'est pas possible. Je regarde en face, il n'y avait rien, etc. Et ça n'arrêtait pas d'un seul coup, des fois, enfin voilà, des sifflements. Et tu vois pas quelqu'un qui te tire dessus ou... Donc là, je rentre paniqué dans la cuisine, par la petite porte de la cuisine. Et donc je dis, on nous tire dessus. Mais ma chef explose de rire. L'autre, Nicolas, imaginez encore un scénario. Et je dis non, là je rigole pas, etc. Et en fait, j'ai un humour masqué qui m'appelle. Et là, je commence à prendre les choses au sérieux, en fait. Parce qu'en fait, je savais pas ils ont pu avoir mon portable, je sais pas comment. Et là, j'avais le commissariat de police qui me dit vous êtes combien, etc. Mettez-vous au sol, etc. Et ça a pris des proportions un peu très très grosses, ouais. On a eu très très peur. En fait, j'ai très peur pour mes équipes. Et en fait, oui, tout le quartier a été bouclé. C'était incroyable, c'était même hallucinant. Il y avait 40 ou 50 policiers. Et en fait, c'était un policier qui avait un peu vrillé. Dingue, enfin, c'est une histoire, on s'imagine pas avoir 5 jours. Après, il tirait pas sur nous. Hein. Donc, il n'y avait pas de... avec beaucoup de recul, c'était vraiment que dans la façade. Il n'y avait pas de tir. Oui, vous étiez pas visé, quoi. Non, on n'était pas visé. Ouais, pendant un peu plus d'un mois, on a été suivi par des psys quand même. Ah oui, il y a eu un suivi derrière. Ah oui, parce que... Pour tout le personnel. Pour le stagiaire et moi. Nicolas, je te propose qu'on fasse un petit jeu maintenant. On le fait dans chaque épisode. Ils y sont tous passés et donc naturellement tu vas y avoir droit aussi. C'est le portrait chinois. C'est un jeu très simple. Je te pose une question, tu réfléchis pas, tu réponds du tac au tac. Ok? Je déteste ça. Ouais, je sais. C'est pour ça que je l'ai un peu mis en level. Allez, c'est parti pour le portrait chinois du plan. Donc, on y va. Si tu étais un plat qui te résume. J'aime tellement tout. La blanquette de veau. La blanquette de veau. Un service client idéal. La perfection. Un lieu d'Angoulême qui t'a marqué sur une réception. La cité de la BD est vraiment très très belle visuellement. Un projet que tu regrettes un tout petit peu. J'en ai aucun. Un mot que tu n'aimes pas entendre te concernant. L'énervement. Une personne à qui tu n'as pas dit assez merci. Ma mère. Merci Nicolas. Ok, donc on revient un peu sur ton parcours. Donc tu reprends la cité de la BD, tout ça. Evans continue de grandir. Comment ça se passe pour recruter dans l'entreprise justement ce que tu m'as dit tout à l'heure, on est passé de 4 à 15. Tu as quasiment multiplié par 3. Comment tu as trouvé un peu tes lieutenants, entre guillemets? C'était des gens que tu connaissais? Ça s'est fait vraiment naturellement en fait. Hein. On crée en fin de compte une équipe au fur et à mesure et donc voilà quoi.
Mais sinon, non, ça s'est fait complètement naturellement. Et donc durant cette période, il me semble, si je dis pas de bêtises, que tu rachèteras aussi les parts de ton associé? Tout à fait. Comment ça se passe ça? En fait, mais il y a eu plusieurs étapes, hein, parce que forcément, j'ai des associés qui sont rentrés, qui sont venus pendant quelques années, qui sont repartis faire un autre projet professionnel. Et donc, non, ça s'est fait complètement normal, en fait. OK, donc tu as eu quand même plusieurs associés sur l'entreprise? D'accord, au fur et à mesure du J'ai des temps. investisseurs qui, grâce à eux, qui m'ont fait forcément avancer, hein, parce que forcément, quand tout au début, j'avais des gros problèmes de trésorerie et donc forcément, j'avais besoin de personnes qui «mettent un peu au pot» entre guillemets et donc qui m'ont aidé, qui m'ont aussi, qui étaient beaucoup à l'écoute et donc ça s'est fait comme ça, ouais, tout à fait, ouais. Comment tu les as trouvés, ces investisseurs? En discutant, il y a eu des relations, d'amitié et ça s'est fait, comme ça, ouais et aussi, des associés, enfin des collaborateurs qui sont devenus associés, ouais. Le podcast aujourd'hui, Le Plan, ça reste quand même un podcast sur l'entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu pourrais conseiller à d'autres qui se lancent, qui démarrent, qui ont peut-être parfois aussi des soucis de trésorerie, parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre? Est-ce que toi, tu recommandes justement de recourir à des investisseurs? Sur différents projets, je pense que c'est toujours intéressant parce que forcément, moi j'ai eu la chance d'avoir des investisseurs qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont surtout beaucoup écouté parce que j'avais tellement besoin de savoir et d'avancer et j'avais tellement de questions parce que j'avais tellement la soif d'avancer que oui, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Après, si on peut le faire tout seul, c'est aussi mieux, hein. Ouais. Et tu es quand même, comme tu l'as dit, quelqu'un qui a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Et donc tu t'arrêtes pas. Il y a la crise sanitaire, mais on va y revenir un petit peu après sur la crise sanitaire. Mais à cette période-là, vers 2018-2019, si je ne dis pas de bêtises, tu décides de reprendre une épicerie. C'est pas reprendre, j'ai décidé avec mes associés, qui étaient mon chef et ma directrice commerciale, de monter une épicerie et on l'a montée, en 2 mois. Ça a été très, très, très rapide. Mais quand je dis 2 mois, c'est la marque, le magasin, les produits, on était à Paris, au Bon Marché parce que forcément, la référence de l'épicerie fine, c'est pour moi le Bon Marché, sur Paris et donc en fait, ouais, ça a été très, 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 très vite et on a créé une belle épicerie. Mais le problème, c'est que 2 mois après, Covid. Et là, c'est chaud. Et là, c'est chaud parce que, j'avais 2 collaboratrices, et en fait, avec mon associé qui était en cuisine, m'appelle et m'a dit: «Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouvrir tous les 2 l'épicerie». Donc en fait, on s'est remis à travailler tous les 2. C'était une très belle expérience, et en fait, lui, il produisait C'était derrière le comptoir. et moi, j'étais derrière le comptoir, ouais, tout à fait, ouais. J'ai fait ça pendant quelques mois. C'était franchement super. C'était super parce qu'en fait, je suis un hyperactif et c'est vrai que avec le Covid, ça a été quand même un peu compliqué. Parce que nous, en tant que traiteur événementiel, on n'était pas restaurateur, donc en fait, il n'y avait pas d'événement. Donc on a été fermé beaucoup, beaucoup plus longtemps qu'un restaurateur, par exemple. Comment ça s'est passé? Alors, on reviendra un peu sur l'épicerie après, parce que j'ai l'impression quand même que ça t'a plu d'être derrière le comptoir et de voir les clients. Comment ça s'est passé par contre sur la partie traiteur? Du coup, tu me dis, du coup, il n'y avait plus d'événements en effet, hein, puisque de toute façon, on pouvait plus se rassembler. Comment ça s'est passé pour sauvegarder l'entreprise, j'ai envie de dire, entre guillemets? Tu as eu des aides? Comment ça s'est un peu déroulé pour toi? Alors déjà, ça c'est depuis nous, en fait, ça s'est arrêté vers février, mars, je sais plus en Mars, fait, 17 mars 2020. et ça faisait déjà 1 mois, nous, qu'on travaillait plus. Et mon expert comptable comprenait pas. Vous saviez ou vous saviez pas que Oui, mais parce que nous, on a la chance de travailler avec des grands groupes, en fait, donc je pense qu'eux, ils savaient déjà forcément des choses. Et puis, dans les grands groupes, forcément, ils font aussi très attention à tout ça. Donc, plus de rassemblements, des annulations, ça n'arrêtait pas d'annuler, etc. Et 1 mois avant, j'arrêtais pas de dire, mais je suis en train de faire un chiffre d'affaires, là, je suis à moins 40, je suis à moins 60, je suis à moins 80, je suis à moins 90. Et ils comprenaient pas, en fait. Et tout arrivait très, très rapidement. Et ils m'en ont reparlé quand même à 30 ans. Ils me disent: «Tu te rends compte que tu es le premier client qui m'a dit 1 mois avant les choses». Mais c'est pas, je suis pas voyant, je suis pas, mais oui, c'était l'activité qui faisait que tu comprenais qu'il y avait un truc qui était en train de se passer, quoi. complètement, tout à fait, hein. Toutes les entreprises annulaient les événements. Parce que forcément, les regroupements de 50, 60, 100, 200 personnes, c'était pas comme dans un restaurant où tu étais assis, où il y avait 2 personnes, 5 personnes, enfin voilà quoi. Et c'est vrai que ouais, ça a été très compliqué, ouais. Très, très compliqué. J'ai eu une petite dépression quand même, parce que comme je suis un hyperactif, mais oui, la boutique m'a fait beaucoup de bien. Le fait de voir un peu des gens, justement? Ah ouais, complètement, ouais, tout à fait. C'était plutôt ça va et puis après, forcément,
remise en question sur pas mal de choses, parce que ça nous permet aussi de se remettre en question sur pas mal de choses. On a été beaucoup aidé par l'État et ça, sincèrement, ça a été top. Franchement, parce que sincèrement, je pense même, je serais plus là, en fait, c'est sûr. C'est bien de le dire, hein, parce que, il y a des entreprises qui ont pas forcément eu, suffisamment d'aide, il y en a qui s'en sont très bien sortis et je pense qu'il faut arriver à faire une moyenne de tout ça. Mais pour toi, ça a été une belle expérience que l'État soit présent à ce moment-là? Complètement. Ils étaient très présents sur les charges et cetera. Non, c'était franchement super. Enfin, je peux pas dire le contraire. Et pour le PGE, alors le PGE, je l'ai pas utilisé, moi j'ai pris que 50 j'ai pas pris 100 parce que je n'en avais pas besoin et donc voilà et c'est vrai que, bah, oui, ça nous a quand même vachement aidé quand même. Est-ce que tu as, trouvé durant cette période-là, je crois que c'est le cas, de mémoire, est-ce que tu avais pas trouvé justement des choses pour quand même continuer à faire perdurer l'activité? Je crois que c'est à ce moment-là que tu as lancé les plateaux un petit peu, non? Mais on a fait les plateaux repas avec mon associé et donc, beh, pareil, on faisait les plateaux repas et puis j'allais livrer. Ah, j'ai fait beaucoup de choses, plutôt, hors contexte par rapport à mon travail, Habituel. habituel plutôt, ouais. Mais c'était plutôt franchement sympa. Mais non mais, avec du recul, alors je dirais pas que je le referais, parce que ça a été, moralement ça a été compliqué. Mais sur des moments de collaboration, avec, des clients qui étaient beaucoup à l'écoute et qui nous ont quand même beaucoup aidés parce qu'ils nous ont quand même soutenus aussi, hein, les gens. Ils nous commandaient des plateaux exprès et cetera. Avec, la relation que j'ai eue avec mon chef en production, non, c'était des moments super sympas, ouais. Bah, c'est vrai que, paradoxalement, les gens se voyaient plus et pourtant même moi dans mon activité à l'époque, on a quand même senti une profonde solidarité, un ancrage local où les gens faisaient bosser, est-ce que c'est resté ça après? Un peu moins parce que il y a les restaurants forcément et donc les gens, bah, repartaient au restaurant, donc forcément un peu moins de commandes plateau repas. Mais après, à l'année, les plateaux repas sont quand même très présents et donc ça nous a pas bouleversés, le changement ne nous a pas bouleversés. Finalement, ça a été un peu une opportunité qui t'a permis de créer un nouveau service. Beh, non, parce qu'on l'avait déjà. Tu l'avais déjà? Ah oui, le plateau repas, on Tu l'avait faisais déjà. déjà les plateaux repas à Oui, tout à l'époque? fait, ouais, OK. complètement. Après, j'ai travaillé, si, on a travaillé pour les écoles, à un moment, parce que c'était compliqué aussi. Donc ça, c'était aussi une belle expérience pour les enfants. Donc on livrait des plateaux repas pour les enfants, pour les écoles. Non, il y a eu des beaux moments, en fait. C'est vrai que quand on y pense, déjà on n'a pas l'impression que c'était il y a pas si longtemps que ça quand même, hein. Quand on prend le recul, ça fait que 5 ans le covid, on se dit c'est même pas une décennie, hein, et c'est vrai que finalement il y a eu des belles choses quand même pendant cette période-là, quoi. Donc c'est bien de revenir Pour dessus. rester positif. Exactement, exactement. Le positif ramène le positif. Revenons sur notre petite épicerie du coup. Donc tu te retrouves, derrière ton comptoir à servir les gens. Combien de temps ça a duré cette expérience? Quelques mois, je sais plus, ça a duré 5-6 mois, complètement. J'adorais, en fait, parce que j'adore vendre, en fait, donc je suis très, puis les gens venaient aussi pour me voir, donc parce que, bah, j'ai la chance de connaître un peu, enfin, beaucoup de personnes et donc non, c'était des beaux moments. Les gens, en plus, avaient besoin de sortir, donc non, c'était des beaux moments et j'ai rencontré plein de personnes que je ne connaissais pas, des petits papis, des petites mamies, heu, en centre-ville. Non, j'ai passé vraiment des super moments. Et du coup, on passe à la suite, donc tu, revends l'épicerie, je crois, de mémoire? Je revends l'épicerie, tout à fait, complètement. Ça s'est fait très rapidement aussi, en fait. Et puis, j'ai eu un gros coup de mou, j'avais envie de tout vendre, en fait. Tu as eu envie de vendre, Evans by Nicolas? Oui, complètement, tout à fait, parce que, beh, j'étais un hyperactif là, j'ai géré l'épicerie, que j'ai quand même adoré et cetera, mais ça a été, tout a pris des proportions un peu quand même compliquées quand même pendant ce Covid. Et c'est vrai que oui, j'étais plutôt, il y a plein de gens qui pourraient le dire, je voulais vendre, j'avais qu'une envie, c'est de vendre, 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 vendre. Bah, je me rappelle qu'on a eu cette conversation, au détour d'une soirée à Bloomcall d'ailleurs qu'on a eu dans nos invités, Loana, et à cette soirée, tu m'avais dit justement que tu souhaitais, vendre et tu partais même sur quelque chose d'industriel, je crois de mémoire, on avait parlé un peu de ça? Ouais, ouais, j'aime bien le côté, j'aime bien le mot organisation et je dis toujours, à mes équipes: «C'est qu'une question d'organisation» et je trouve que l'industriel, c'est vraiment c'est de l'organisation, multiple, en fait, avec des machines et cetera et c'est ce que j'aime, en fait et c'est vrai que oui, j'aurais aimé, un peu, ouais, gérer un peu l'industrie, ouais. C'est quand même, enfin c'est vrai que c'est très cadré l'industrie. Ça reste un autre métier, hein, on a vu, notamment, dans l'actualité Marc Simoncini, qui a été et qui dit aujourd'hui, très régulièrement qu'il veut plus jamais revenir dans l'industrie. Ça te fait pas peur ça?
Non, non, puis bon après j'y pense pas parce que là j'y pense plus entre guillemets en ce moment parce que bah, forcément j'ai un gros travail en ce moment de réception donc Quand on a envie de vendre son entreprise comme ça, est-ce qu'on vit pas un peu, comme quand on est salarié, le fait d'avoir envie de partir? Est-ce que quand on revient, finalement qu'on se dit: «Non, mais finalement je reste», est-ce que, c'est pas difficile finalement? Est-ce qu'on arrive à retrouver la même dynamique qu'au début? moi il y a aucun problème. Toi, c'est revenu, Ouais, à 100. ouais, tu t'es dit: «Je vends», puis finalement quand tu t'es dit: «Non», Non, complètement. tu reparti direct. Ah oui. Mais je suis comme ça donc je suis un battant. De ce qu'on en voit, ça a l'air. Et derrière, nouveau projet qui vient avec ton compagnon, vous décidez de reprendre le domaine de la Fonchaudière. Complètement, tout à fait. C'est un domaine c'est une belle histoire parce qu'en fait, le domaine appartient la personne donc qui a investi dans ma société quand j'ai commencé en 2009. L'architecte, c'est ça? L'architecte en fait. C'était son domaine familial. D'accord. Donc il y a vraiment Ah, la boucle est bouclée, quoi. bouquet et donc j'adorais ce domaine. J'ai fait de belles réceptions là-bas et je savais qu'il y avait quand même une belle demande en fin de compte en Charente sur les séminaires, les entreprises et puis bah en fait ma plus grosse passion quand même c'est la décoration et j'avais la pierre et donc oui j'avais envie de faire quelque chose. Donc j'ai un peu on va dire mon mari je l'ai un peu pris balancé dans ce projet parce que bah, c'est vrai que c'est ma base hein, en fait l'événementiel. Lui il est en automobile et c'est vrai que oui ça a été une belle aventure. Ouais. Alors c'est marrant, tu me dis, il y a de la demande. Moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'endroits où on peut faire des choses en Charente. Par rapport, oui, oui, après, mais il y a des salles, non, franchement, non, il y a pas tant de. Ça manquait? Ouais, D'accord. Qu'est-ce qui manquait? C'était la capacité? C'était le côté de pouvoir dormir sur place? tout à fait. Capacité de dormir, puis changer aussi, parce que bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent bah, tiens, on irait avoir un nouveau lieu parce que ben, on se marie tous là, on se marie tous à cet endroit, etc. Et donc voilà, il faut créer aussi des nouveautés. La nouveauté fait que tu ne fais que avancer en fait. Enfin, tu crées en fin de compte. Et comment du coup tu as, eu cette acquisition? Comment ça s'est passé un petit peu? Donc c'est cet ancien associé qui te dit: «Tiens, je vais vendre, mon gîte». Il voulait pas du tout vendre parce que lui, il est à l'étranger. C'est sa maison de vacances entre guillemets quand il vient. Et donc j'ai mis 2 ans. Ah, c'est toi qui le voulais? Ouais. C'est toi qui as négocié, Oui, parce qu'il y a eu des hauts débats par rapport forcément parce que j'ai quand même mis mon mari dedans et mon mari me dit mais moi j'y connais rien, etc. Et puis bah, forcément plus les années avançaient, plus forcément bah, je l'ai tellement bercé avec le domaine de la Franchaudière qu'il avait qu'une envie, c'est de me suivre et Oui, donc quand ça s'est fait, il était hyper emballé et complètement tout à fait. Et donc oui, donc ça a été très long et puis ça s'est fait et je pense qu'on a créé un très beau lieu. Ouais. et donc là, donc vous reprenez donc vous faites l'acquisition du domaine de la Fonchaudière, vous faites des travaux dedans? Très gros travaux. Assez lourds? Ouais, très très gros travaux. Avec une salle de réception donc de 150-200 mètres carrés. 150-200 personnes, pardon. Et avec un très beau parc et on peut loger, on a une capacité quand tous les travaux seront finis, de 48 personnes. Génial, et donc vous avez d'ailleurs fait, pas mal d'événements dedans. C'est pas trop dur, il y a pas parfois un peu conflit de se dire, «Je suis à la fois traiteur et j'ai aussi mon endroit»? Non, parce que la partie commerciale, c'était André qui le faisait et je voulais pas que ce soit moi. Parce que je connais tellement ce métier de l'événementiel, etc. Je voulais pas, en fin de compte, je voulais qu'il y ait vraiment. Enfin, André avait le peps du jeune, etc. et qui présentait le domaine comme. Enfin, pas comme moi, en fait, commercialement. Moi, je pense que j'aurais pu bâcler. Trop technique, ouais, peut-être? trop technique, en fait. Et lui, c'était plutôt dans la caresse, la volupté. Et il était plutôt très très bon et je voulais surtout pas en fin de compte de mettre Evans en avant en fait. Donc tous les traiteurs pouvaient venir. Ça c'était hors de question. D'accord, donc tu as partagé ton domaine avec d'autres traiteurs, ouais. Ça me paraît, je pense, plus intelligent. Donc là, vous avez toujours ce domaine? Comment ça se passe? C'est un domaine qui nous prend énormément de temps professionnellement parce que il fait 2 hectares, donc qui veut dire jardinier, qui veut dire beaucoup de choses. Et
on se rend pas compte parce que un domaine événementiel, faut penser au couchage, faut penser à la femme de ménage, faut penser aux arrivées, faut penser au planning de la semaine, parce qu'il y a des gens qui viennent dormir la semaine et parce qu'on fait aussi hébergement. Et tout ça un peu accumulé, plus nos sociétés, c'est un peu compliqué. Donc là, on est en train de trouver. En fait, on a trouvé un couple de jeunes qui est en train de le gérer parfaitement D'accord. à la place. Donc du coup, tu fais ce que toi, tu as connu, une forme de location-gérance. Complètement, Génial. tout à fait. Donc du coup, ça vous permet de vous libérer du temps. Comment tu as vécu cette période où tu as géré à la fois le domaine, à la fois l'activité traiteur C'était très compliqué, on n'avait plus de robots. On avait plus de. La saison dernière a été très très compliquée parce que en fait on embauchait lundi, mais on savait qu'on débauchait le dimanche soir. Donc on ne débauchait pas en fait. On débauchait tard. Ouais, ça a été. Autant je suis un gros bosseur, je pense, mais là ça a été très compliqué pour nous deux. Hein. Et d'un autre côté, heureusement qu'on est hyper. On est. Avec Andrea, on est hyper. On se parle. On peut s'envoyer 50 messages dans la journée. D'accord, on se parle énormément en fait. Beaucoup de communication entre vous. Énorme. C'était pas trop dur d'être à la fois chez vous, à la fois dans le lieu de travail, entre associés? Pas du tout. Pas du tout. Ça, non, franchement, non. C'était plutôt dur le dimanche parce que le dimanche, on n'avait qu'une envie, c'est de rester tranquille. Et forcément, le dimanche, il y a toujours des petits trucs à faire parce qu'ils ont des questions de rangement, de ceci, de cela, de départ, hein, parce qu'ils partaient vers 18h, les gens. Donc oui, forcément, oui, ça nous coupait un peu le dimanche. Et donc, ouais, ça c'était un peu dur d'habiter. Et c'était pas un problème d'être à la fois dans le domaine, parce que je crois que vous habitiez dans le domaine. Enfin, je sais que vous habitiez dans le domaine. Et du coup, c'est vrai que s'il est loué, on pourrait avoir tendance à venir voir les propriétaires pour dire « Ah, pardon, excusez-moi, il y a ça. Non, franchement, non. Ça, Non, pas trop. Non, non. Non, les clients sont quand même plutôt respectueux. On n'a jamais eu réellement ou un petit SMS si un truc allait pas, etc. Mais franchement, non. Puis c'était quand même parce qu'on avait vraiment notre endroit à nous, donc on n'avait pas de soucis. On n'était pas avec eux en fait. Enfin voilà quoi. On était quand même à part. Pour toi, ça a été une belle aventure avec ton mari de vivre ça, professionnellement? C'était une super aventure. Après, travailler avec lui à 100%, jamais de la vie. Ah ouais. Ça t'a permis de le voir ça, du coup? On a deux caractères différents, donc oui, je pense que c'est pas. Oui, je pense que le domaine. Et donc en fait, mais de toute façon, de suite, en fait, le domaine, on s'est séparé les choses. Lui, il gérait telle chose, et moi, je gérais ça. Au moins, il n'y avait pas de problème, et donc voilà quoi. Donc c'est pour ça on a plutôt bien réussi les choses en fait. Bah, c'est vrai qu'on a pu le voir au travers des anciens épisodes. On a eu Loana notamment qui travaillait avec Romain, son mari. On a pu entendre aussi Anthony qui nous expliquait que dans toutes les entreprises qu'il avait eues, sa femme avait travaillé avec lui. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui fait rêver sur le papier, de se dire tiens, on va travailler en couple, tout ça. Mais ça peut être vite compliqué, quoi. Très très compliqué. Mais après, par exemple, ici, il sait tout. D'où pourquoi on s'appelle peut-être 50 fois par jour. Il sait tout ce qui se passe ici. On a une vision de nos sociétés tous les deux et on échange énormément sur ça. Pour toi, c'est un peu un game changer, ça? C'est quelque chose qui te pousse vers le haut, d'échanger sur ce que tu fais, comment, pourquoi? Complètement, et puis on a une belle complicité là-dessus. Parce que même des choses, je sais pas, moi demain je vais lui parler de quelque chose, il va réfléchir, il va dire déjà, dans les grandes lignes, il va me dire quelque chose, et il va raccrocher, et il va me rappeler dans 2 heures, et pour me dire, toi, par rapport à ça, ce serait peut-être bien en fait ça. Franchement, fait comme ça, ce serait peut-être mieux, etc., etc. Et idem pour moi en fait. C'est chouette. Ouais. C'est chouette. Je te pose la question parce que moi, ça me paraît pas du tout un problème, mais je pense que ça peut être intéressant de parler un peu de ce sujet. Aujourd'hui, être homosexuel dans le pro, enfin, ça a eu des conséquences pour toi? Je sais pas. En fait, je me suis un peu attardé parce que je suis, entre guillemets, tombé amoureux d'Andrea à l'âge de 30 ans. Donc j'étais pas du tout homosexuel en fait. J'étais hétéro. Et non, oui, je sais pas. C'est pas quelque chose. En fait, la plus grosse peur, c'était plutôt mes parents. Et quand j'ai eu mes parents et quand j'ai eu mon père qui m'a dit il faut vivre avec son temps, en fait, pour moi, il n'y avait pas de problème. Non, mais c'est une belle phrase de ton papa. C'est aussi pour ça que je pose la question, parce que c'est vrai qu'on est quand même en 2025. On peut se dire, bon, aujourd'hui, il n'y a plus de soucis avec ça. Les gens l'acceptent, il n'y a pas de problème. Mais pour autant, on peut se poser la question de si professionnellement, si c'est si bien accepté que ça. Et oui, puis j'ai la chance quand même de travailler avec des très grands groupes. Donc forcément, les très grands groupes,
il prône la liberté de beaucoup de choses. Donc voilà quoi. Non, mais tant mieux. Je pense que c'est important de le dire aussi parce que c'est une question qu'on peut se poser et peut-être qu'on a aujourd'hui des auditeurs qui n'osent pas en parler alors que finalement, ça n'est pas un problème et J'ai tu pourrais aucun problème là-dessus. être ouvert là-dessus. Donc, top. J'ai une petite surprise pour toi. Tu sais ce que c'est? Bah non. J'ai quelqu'un qui m'a dit écoute, je veux participer à ça. Donc, j'ai un petit truc à te faire écouter. T'es prêt? Ouais. Coucou bébé. Comme tu reconnais sûrement ma voix, c'est ton cher mari qui te parle et qui voulait évidemment participer à ce podcast à la demande de Mathieu pour te dire, sans te le répéter trop, mais tu le sais déjà étant donné qu'on est un couple fusionnel qui communique énormément, je ne suis pas de ceux qui vont te dire je suis fier de toi, mais surtout, sois fier de toi avant tout. Bien sûr, tu as un parcours hors norme à travers l'énergie que tu y as mis, ton implication, ta résilience de chaque jour, les combats que tu as menés te mènent justement aujourd'hui à cette grande fierté que tu dois avoir en regardant derrière toi. Mais n'oublie surtout pas de regarder devant car tout reste à faire puisque tu es un très grand ambitieux. Et derrière tout ça, je voulais dire à tout le monde qui connaissent mon mari à travers les réceptions, la façade, les mondanités, que c'est un homme d'une très grande sensibilité, qui aime l'autre, qui aime l'humain et qui fait très attention aux autres, quitte à se faire passer en second la plupart du temps. Ce qui aujourd'hui n'est pas forcément très bien puisqu'il s'oublie lui-même, mais il a besoin de se retrouver pour continuer à mettre toute l'énergie nécessaire à son épanouissement professionnel et personnel. Allez, je vous laisse continuer, je t'embrasse très fort mon cœur et bien évidemment, je t'adore. Ah et au fait, je t'aime plus que l'univers et je t'aime encore plus que toi. Private joke. Love you mon amour. Waouh. Ouais, je suis un gros sensible. Il y a beaucoup de choses parce qu'en fait, on se dit beaucoup de choses et il m'a dit je t'adore. Il m'a pas dit je t'aime au début. Parce que le je t'adore, c'est beaucoup plus, pour moi, c'est beaucoup plus, c'est très important. C'est fort, on voit que ça te touche ce qu'il a fait. Ouais, parce que j'ai une super complicité avec lui. Tu t'y attendais? Non, pas forcément. Mais il était toujours surprenant, donc voilà quoi. Mais c'est vrai que ouais, j'ai une très belle complicité avec lui et heureusement qu'il est là. Ouais. Ouais, c'est un pilier pour toi. Pour les petites histoires de jeux d'univers, en fait, c'est mon côté peut-être enfant, même que j'ai 41 ans malheureusement. Je dis toujours, mais tu m'aimes comment? Et il me dit, mais non, je t'aime pas, mais je t'aime au-delà de l'univers. Donc c'est pour ça qu'il a dit l'univers. Non, c'est beau, c'est beau. C'est très touchant. C'est vrai que quand je lui ai demandé s'il était intéressé de participer au podcast, il a tout de suite répondu et non, c'était chouette. Alors, du coup, pour revenir un peu sur notre aspect entrepreneurial, il en parle d'ailleurs dans son petit mot. Il dit il faut regarder devant. Et bien justement, parlons-en un petit peu devant. C'est quoi aujourd'hui Evans by Nicolas? Alors, je pense qu'on peut déjà tout de suite parler. Tu as déménagé, du coup. J'ai déménagé pour différentes choses. Parce que j'ai repris à 100% les parts de ma société l'année dernière. Et en fait, ça faisait 15 ans que j'étais là-bas et il y avait quand même des difficultés pour mes collaborateurs. Parce que je suis quand même très proche de mes collaborateurs et je les adore. Et je trouvais que c'était quand même assez compliqué. Et puis j'avais besoin en fin de compte de nouveautés pour moi aussi, parce que c'est aussi personnel. Donc on a trouvé un bâtiment de 1100 mètres carrés. Donc on est passé de 600 mètres carrés à 1100, presque le double, avec un laboratoire technologique, entre guillemets, parce qu'on est en train d'avoir des normes, un agrément sanitaire, ce qui est quand même très 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 compliqué à avoir, parce que ça va être 4 mois d'audit. Je suis en train d'avoir des normes événementielles, normes RSE, parce que dans l'évolution de la vie, en fin de compte, professionnelle, c'est important. Et puis c'est surtout un bâtiment de plein pied parce qu'on était en fin de compte avec étage, etc. Et donc même pour la logistique avec un quai de déchargement, avant c'était un trottoir, enfin c'est voilà que. Mais forcément t'es obligé de commencer, donc on a commencé là-bas, c'est une belle histoire, une très très belle histoire et maintenant ça fait presque 2 mois que nous sommes ici et avec une belle salle de dégustation, avec des beaux bureaux et surtout un beau laboratoire. Génial. Je t'ai pas posé la question, mais c'est vrai que quand tu étais là-bas, tu avais quand même d'autres marques que Evans by Nicolas. Tu avais Toc et compagnie, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça existe toujours? Non, du tout. Non, on s'est concentré sur Evans by Nicolas, où les gens connaissent en fin de compte plus cette marque et donc on se concentre plus là-dessus. Ouais.
Et du coup, toi, aujourd'hui, comment tu vois maintenant, cette évolution? Donc, déjà au travers d'acquisition de normes, enfin d'agréments normatifs, et c'est quoi pour toi la suite? C'est grandir, c'est grossir, C'est c'est une quoi? évidence, mais ça, la suite dans le prochain épisode. Ce sera avec plaisir en tout cas. J'ai envie qu'on parle un peu aussi de toi, l'homme derrière, l'entrepreneur parce que ça fait aussi partie du jeu et tu as quand même un métier qui fait de toi un peu un personnage public, on peut le dire. Et aujourd'hui, le fait d'être un peu un personnage public fait qu'on a à la fois des fans, mais qu'on a à la fois aussi des détracteurs. Comment tu le vis un peu ça, toi? Mal parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et donc forcément, oui, non, je sais pas quelque chose, j'aime pas la critique. Enfin, la critique constructive, il y a grand plaisir, mais il y a des gens quand même qui sont nés quand même pour être méchants, en fait, et ça, je déteste ça. Ça te gêne parfois qu'on parle de toi en mal, tout ça? Ah oui, correctement. Mais d'un autre côté, c'est Andrea me dit de prendre beaucoup de recul et de passer à autre chose. Parce que des fois, c'est vraiment pas du tout concret, etc. en fait. Mais oui, je suis quelqu'un d'hypersensible. Comment, aujourd'hui, du coup, comment ça a réussi à t'atteindre ça, c'était par des non-dits? C'était par, C'est compliqué parce qu'en fait, je suis quand même, enfin, je pense être un gros bosseur. J'ai commencé de rien, il faut quand même être conscient. Hein. Mais de strictement rien parce que j'avais même pas 1 euro pour bouffer le soir, hein, en fait, hein, quand j'ai commencé mes premières années, hein, mais vraiment. Et donc forcément, oui, j'ai créé forcément une émulsion parce que j'ai voulu créer une belle marque avec un beau visuel, des belles réceptions, parce que j'adore ça, j'adore la décoration, j'adore tout ça. Donc tout mélanger, en fait, oui, je pense que ça peut rendre jaloux des gens, en fait. qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces gens-là? Je peux pas le dire parce que je serais méchant. C'est mon côté un peu direct après. Ouais, je comprends. Aujourd'hui, tu as quand même bien avancé tout ça. Tu voudrais qu'on dise quoi de toi dans 20 ans? Je préfère rester dans la discrétion et avancer. C'est bien, c'est chouette. On approche de la fin. Moi, j'ai toujours une petite règle, c'est qu'à la fin, c'est toujours mon invité qui a le mot de la fin. Heu, C'est-à-dire que je ne te pose pas de questions, je te laisse clôturer, je te laisse me dire ce que tu as envie de dire ou ce que tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent, je sais pas. Moi, j'ai passé un très bon moment. Des choses j'aime pas trop, en fait, hein, comme tu le sais, hein, parce qu'en fait, tout le monde croit que beaucoup de choses sur moi, mais en fait, c'est le genre de choses que j'ai du mal à faire. Mais tu me l'as un peu imposé. Donc, tu m'as harcelé. C'est donc, parce que c'est toi qui m'as appelé. non, non, pas du tout. Non, non. Et en fait, ouais, j'ai quand même pas dit oui de suite. Hein. C'est comme je te. Non, non, parce que j'ai pris beaucoup de recul et. Donc, non, mais c'est important, c'est toujours intéressant. Et alors, pour la petite histoire, on écoute énormément de podcasts avec Andrea, de chefs d'entreprise. Mais que ça peut être plein de choses, que ce soit positif ou négatif, mais ouais, c'est des choses intéressantes. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir les personnes réellement, en vrai, entre guillemets, de leur vie, leurs sensations. J'ai écouté les podcasts que tu as fait déjà, hein, donc, et j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est de belles histoires. Anthony, Bernard, de French Gesser, Loana, que je connais vraiment très très bien parce que c'est des amis très proches. Et je sais complètement leurs galères qu'ils ont eues parce que forcément j'ai vécu avec eux longtemps et puis on est très complices, donc forcément j'ai su un peu tout ça et c'est vrai que vraiment de le savoir, c'est aussi toujours intéressant d'avoir une autre vision de la vie. Parce que les gens sont beaucoup plus dans la critique que dans le côté positif en fait, malheureusement. Bah, écoute, Nicolas, merci à toi. Merci à toi d'être venu parler de toi, de te livrer. C'est un exercice qui est compliqué, on le sait, donc encore merci. Merci, pour plaisir.